Donc je vous remercie d'être venu ce soir pour rencontrer notre candidat aux européennes, Bernard Monod. Donc vous avez pu voir les affiches s'étaler sur les murs de la ville et sur les panneaux ces dernières semaines. Donc M. Monod se présentera lui-même, bien sûr. Donc après nous aurons donc une intervention de M. Collard, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin non plus de vous le présenter. Et nous aurons également Jean-Yves Darquin, qui est maire Front National, réélu, donc le seul maire en France à Front National à avoir été réélu. Nous sommes très contents également de l'avoir parmi nous, qui se présentera. Nous aurons également à la table ici avec nous donc les deux colistiers de la liste aux européennes. Donc, oui, trois parce qu'effectivement il y a Jean-Yves Darquin, enfin deux colistiers régionaux, c'est ce que je voulais dire, voilà, deux régionaux de l'État, quoi. Donc nous avons Christine Marty, alors, qui est donc qui est en plus d'être colistière sur la liste M. Monod, qui est conseillère municipale à la ville de Limoges. Donc à ma droite, j'ai donc le deuxième candidat d'étape, Martial Môme, qui est donc colistier également sur la liste Monod européenne, et qui est secrétaire départemental du Front National dans la Creuse. Et conseiller municipal de Guéret, bien sûr. On a des conseillers municipaux partout maintenant. Voilà. Ouais, pas partout, mais bientôt partout, voilà. Pardon. Oui, donc là, je vous annonce la venue de Bernard Monod et M. Gilbert Collard. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc comme je vous ai déjà parlé de monsieur Jean-Yves Darquin, donc il est à ma gauche et je vais avoir l'honneur et l'immense plaisir de lui laisser la parole pour qu'il se présente lui-même et vous fasse partager son expérience. Voilà, merci. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. Eh bien, comme notre ami vient de nous le présenter, je suis effectivement Jean-Yves Darquin, je suis maire d'une petite commune du Loir-et-Cher, qui s'appelle Villedieu-le-Château. Ça vous dit certainement rien, mais c'est une petite commune coincée entre la Sarthe, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Et j'ai l'honneur et l'avantage d'être maire de cette commune et d'avoir été réélu au mois de mars, après avoir été élu en 2008. Je vous en remercie. Si je dis un mot de cette réélection, c'est parce que j'étais, paraît-il, et ça semble se confirmer, le seul maire sortant qui avait sa carte au Front National et qui a été réélu. Alors je ne vous dis pas ce que c'est que d'annoncer qu'on est candidat du Front National quand on est maire d'une petite commune. Après avoir été élu en 2008, en 2012, j'ai été sollicité pour donner mon parrainage à l'élection présidentielle. Et j'ai été sollicité par nos amis du Loir-et-Cher, et je leur ai dit, je vais donner bien volontiers mon parrainage pour Marine Le Pen. Alors là, déjà, un petit entrefilet passe dans la presse, on dira, ah là, Jean-Yves, mais alors, dans quoi tu t'embarques? Tu ne te rends pas compte de ce qui va t'arriver. Et puis l'élection présidentielle se passe et Marine qui me téléphone pour me remercier de ce parrainage me dit, au fait, M. Darquin, vous avez déjà été candidat aux législatives, est-ce que ça vous dirait d'être candidat d'ouverture pour le Rassemblement Bleu Marine aux élections législatives qui suivent? Il y aura un certain nombre de candidatures de cette nature. Et je dis très volontiers. Et donc la presse annonce que je suis candidat. Alors là, c'est le déchaînement. Tout le monde me tombe dessus, tout le monde me dit, mais écoute, mon pauvre Jean-Yves, c'est un véritable suicide politique que tu viens de faire. Bien évidemment, tu ne seras jamais réélu, tu es fichu, tu vas disparaître dans les limbes. Et donc, il y a même des amis
des élus qui sont venus me voir en me disant, en me tirant par la manche, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est courageux, mais moi je peux pas. Moi, tu comprends, moi je suis élu, moi je suis responsable d'association, moi je veux pas me fâcher avec mon conseiller général, avec mon député, avec le président du conseil général, avec les membres de mon association. Donc je suis d'accord avec toi, mais je ne ferai rien, je ne dirai rien et je ne me montrerai pas. Eh bien, s'il y a un enseignement à tirer de ma réélection, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur, engagez-vous, montrez vos convictions. Aujourd'hui, nos concitoyens savent reconnaître ce que vous êtes, savent reconnaître vos qualités et ils ne vous sanctionneront pas parce que vous oserez afficher vos opinions politiques. Maintenant, cette espèce de loi du silence, signe indien qu'on voulait nous mettre sur le front, maintenant, ça n'existe plus. Le deuxième enseignement de cette élection, elle est plus générale sur les élections municipales, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de rassembler des majorités. Pendant un bon moment, on disait « Ah, vous votez pour le Front National ? Ben c'est bien, au premier tour, vous vous faites plaisir, hein, vous donnez un coup de gueule, c'est un vote protestataire, mais malheureusement, ça ne sert à rien, parce qu'au deuxième tour, vous êtes incapable de rassembler une majorité. » Nous avons vu dans tous les derniers scrutins, que ce soit les élections cantonales, que ce soit les élections des législatives partielles, et que ce soit aux élections municipales. D'ailleurs, que nous ayons gagné ou que nous ayons perdu, que nous ayons fait 48 ou 52, c'est pas ça le problème. Mais à chaque fois, nous avons démontré que nous sommes capables de rassembler 50%, un peu plus ou un peu moins, 50% des Français. Et donc maintenant qu'aujourd'hui, du vote du Front National, nous savons que nous sommes capables de rassembler une majorité de Français. Enfin, et je vais être bref, parce qu'on me donne la parole quelques minutes, je voudrais vous dire que vous avez de la chance dans cette élection européenne. C'est une élection fondamentale. Nous sommes ici au centre de la France, et au centre des préoccupations des élections européennes, nous avons des thématiques très importantes. Je pense qu'à vous, comme à nous, on vous pose les mêmes questions sur l'avenir de l'euro, sur la fin de la politique agricole commune. Eh bien, nous avons la chance, comme tête de liste en région centre, d'avoir l'homme qui, aux côtés de Marine Le Pen, a élaboré le programme économique du Front National. Il est l'homme qui connaît les réponses à l'avenir de la PAC, à la sortie de l'euro et à l'ensemble des problèmes socio-économiques qui se posent aujourd'hui à notre pays de façon si aiguë. Je vous demande d'accueillir avec vos applaudissements Bernard Monod, tête de liste pour la région Centre Massif Central. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'abord d'être présents parmi nous. Malgré les oppositions que vous avez pu voir à l'extérieur, mais cela dit, on est bien quand même sécurisé, merci. Merci à tous. Je remercie également mes colistiers, en commençant par les dames, Christine Marty, pardon, tu te lèves comme ça. Également conseiller municipal de Limoges, récemment élu. Et donc, inutile de vous le présenter, Jean-Yves Narquin, seul maire FN réélu. Il faut quand même le souligner. Et le dernier, mais non le moindre, je remercie la présence du député Front National du Gard, en fait. Hein. Voilà, donc Gilbert Collard qui nous fait l'honneur, à vous comme à moi, d'être présent. Et je remercie également toute l'équipe de la fédération d'être présent, d'avoir monté l'équipe, ainsi que Martial Mom, effectivement, policier, et donc Vincent Gérard et toute son équipe de la fédération. Voilà, merci à tous. Ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est pas forcément tout à fait gai, mais je crois qu'il faut quand même que vous soyez réinformés sur la réalité de la situation qui se passe en France
et qui s'aggrave. Donc on est venu vous parler de la France, de votre région, de votre avenir à vous, et la situation de la France étant tellement gravissime que, en ce qui me concerne, j'ai décidé de sortir de l'ombre. Pour me présenter rapidement, je suis donc l'économiste stratégiste, on dit ça, stratégiste économique du Front National, qui avec Jean-Richard Sulzer, nous sommes deux donc à avoir rédigé en 2007, juste après les élections présidentielles, un nouveau programme économique et social pour simplement l'adapter à la situation que nous avions anticipée dès 2005 avec Jean-Richard Sulzer, donc également économiste au Front National, et pour lequel nous avons souhaité mettre la France à l'abri. Car la crise est mondiale, nous l'avions anticipé. Moi-même, je suis économiste dans une institution publique française dont je tairai le nom par égard pour mon employeur, qui m'a demandé la neutralité dans cette campagne électorale. Et j'aurais pu rester bien au chaud. Je suis un cadre dirigeant de cette institution, plutôt pas mal payé, je suis heureux, tout va bien, mais j'ai considéré que la situation était tellement gravissime en ce qui me concerne, compte tenu des préparations de projets que l'Union européenne, que la Commission de Bruxelles et que nos adversaires qui sont complices de toute cette situation, que sont l'UMP et le PS, les partis de l'étranger, que nous qualifions d'UMPS, ont mis en place depuis des décennies, puisque c'est pas nouveau la situation, simplement que ça commence à se voir maintenant. Alors, que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'Union européenne et la Commission de Bruxelles? Déjà, elle nous empêche de faire du patriotisme économique. Elle nous interdit de faire du protectionnisme intelligent à nos frontières. Ce qui fait que vous voyez des transferts aux frontières de la France, parce que c'est ça qui nous intéresse, de capitaux. Vous avez des capitaux qui rentrent et qui sortent quotidiennement de dizaines de milliers de milliards d'euros par jour. Vous avez les marchandises, les biens, les services, et puis vous avez surtout les transferts et les passages de personnes. Le personne, c'est effectivement l'immigration. L'immigration qui ne cesse de croître en France, comme vous le savez, qui est une variable d'ajustement économique, parce que jusqu'à présent, au Front National, on parlait d'immigration comme un problème, un fléau mondial qui venait poser des gros problèmes en France, mais il faut savoir que l'immigration, comme le chômage d'ailleurs, sont dans l'équation ultralibérale et mondialiste de l'UMP, du PS et de l'Union européenne, sont des variables d'ajustement. Le chômage, par exemple, Pompidou disait dans les années 70 qu'au-delà de 500 000 chômeurs en France, ce serait la révolution. Est-ce que vous savez à combien nous avons atteint de chômeurs en 2013, début 2014? Nous sommes à 6 millions de chômeurs réels. Ce n'est pas les 3 300 000 chômeurs qu'on nous annonce, on nous l'annonce officiellement avec la première catégorie, vous savez, du Bureau international du travail. Non, il faut cumuler l'ensemble des catégories pour arriver donc à 6 millions de chômeurs en France. Donc c'est combien? C'est 10 fois la révolution qu'annonçait le président Pompidou dans les années 70. Après, vous avez 2000 milliards d'euros de dette. En 2014, nous allons atteindre 2000 milliards d'euros de dette. En 10 ans, la dette aura doublé. Elle est passée de 1080 à 1850 milliards sous Sarkozy. Sarkozy était ministre de l'économie dans les années 2004. Il a lancé donc la dette à 1100 milliards. Il l'a laissé quand il est parti à 1850. Ça fait environ 760 milliards d'euros de dette à lui tout seul. Vous imaginez ce que ça représente? Donc, vous avez donc la dette, vous avez la dette publique, vous avez le chômage, et puis vous avez les fameux déficits, les déficits extérieurs. La France atteint des records historiques. Alors, je vous donne des chiffres en milliards, ça ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous, mais on est en moyenne à 70 milliards. C'est un record historique atteint les 3 dernières années, 70 milliards d'euros de déficit par an dans la balance commerciale. Et on nous explique effectivement que le mondialisme, que l'euro est la solution, l'euro nous protège, et effectivement, c'est exactement l'inverse, puisqu'il faut savoir qu'avant que nous rentrions dans l'euro en 2002, nous avions des excédents, parce que déjà nous commercions depuis quand même des siècles en France. Avant l'Union européenne et avant l'euro, il y avait quand même du commerce international. On n'était pas comme ça suspendus à l'attente de l'arrivée de l'Union européenne pour que nous existions.
Donc, avant l'entrée de l'euro dans l'Union, de l'euro en France, la mise en vigueur en 2002, nous étions en excédent. Et dès que nous sommes rentrés dans l'euro dès 2002-2003, nous sommes passés en déficit. Et ça ne fait que croître et embellir pour atteindre les sommets que je viens de vous annoncer. Vous avez aussi les déficits intérieurs. L'année dernière, nous avons terminé l'année avec 85 milliards de déficit. Mesdames et messieurs, ça fait 40 ans que nous n'avons pas un budget équilibré et encore moins en excédent. Voilà le résultat de ces gens-là. Donc, vous allez mesurer les conséquences, parce que la crise est mondiale, mais elle est aussi nationale, et elle est effectivement instigée par l'Union européenne et par le diktat de la Commission de Bruxelles. C'est effectivement ce que nous a imposé le nouveau Premier ministre. Vous savez, M. Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a déjà échoué dans le domaine de l'insécurité, avec une explosion de la délinquance, des incivilités, de l'insécurité. Il a échoué dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui, M. Valls, à la demande du président Hollande, qui d'ailleurs n'a plus de président que de nom, puisqu'il est le petit préfet de la province France dans l'Union européenne. C'est ça la réalité. Il y a bien longtemps que nous n'avons plus de président en France. Eh bien, ils ont une feuille de route qui leur est dictée par Bruxelles pour réduire ces fameux déficits budgétaires qui commandent en fait toute l'économie nationale. Donc M. Valls va vous imposer 50 milliards d'euros d'économie. Alors moi j'ai surnommé carrément l'homme qui volait 50 milliards. Vous savez, pour faire référence à la série américaine il y a une trentaine d'années, avec Steve Austin, c'est l'homme qui volait 50 milliards. Ces 50 milliards, ce n'est pas des sommes totalement abstraites, elles ne sont pas dans l'atmosphère comme ça. C'est le résultat de la réduction de vos retraites, de ceux qui les constituent, donc les jeunes et les personnes en activité qui vont avoir de moins en moins de retraites, et puis c'est aussi les retraites, des retraités avec des pensions qui vont être gelées, avec des indexations qui ne vont plus progresser, malgré l'évolution du coût de la vie. C'est ça en fait le pacte de responsabilité. Ça va être des réductions de tout le régime de protection sociale, que ce soit l'assurance chômage avec l'UNEDIC, que ce soit l'assurance maladie. Et il vous commence à vous préparer à vous dérembourser les 5 premières consultations chez le médecin. Alors il vous prépare les esprits comme ça, au final ça va peut-être terminer par 3 consultations qui ne seront pas remboursées, mais en attendant, toutes les cotisations que vous avez versées pour être garanties, pour avoir une assurance maladie, eh bien elles vont passer à la trappe, justement pour financer la réduction des déficits, uniquement pour complaire aux marchés financiers internationaux, parce que tous ces gens-là se sont soumis à Bruxelles, se sont soumis à l'Union européenne, qui elle-même est ultralibérale et mondialiste, et elle-même est sous l'emprise des marchés financiers internationaux. Ce sont les banques de Wall Street qui commandent votre devenir, votre vie quotidienne, et qui exigent donc des réductions budgétaires qu'ils vont prendre, bien entendu, dans les poches des Français. Ce pacte de responsabilité, c'est aussi, et entendez bien ce que je vous dis, c'est la facture de sauvetage de l'euro monnaie unique, que nous avons depuis 12 ans maintenant. Comme je vous l'ai dit, nous avions des déficits, des excédents par rapport à la balance commerciale avant l'euro, mais maintenant nous sommes en déficit. Et donc cette facture de sauvetage de l'euro, elle se monte, tenez-vous bien mesdames et messieurs, rien que pour la France, à 525 milliards d'euros qui ont été donnés en garantie financière, en caution financière sur vos avoirs, à vous les Français, tous les Français, avec 70 milliards qui ont déjà été décaissés depuis mai 2010, ça fait 4 ans que la France a déjà inscrit dans ses déficits 70 milliards pour sauver l'euro monnaie unique. Cet euro qu'on nous vendait il y a encore quelques années, pendant la crise de 2008-2009, qui d'ailleurs n'a toujours pas disparu cette crise, toutes les racines du mal de la crise sont toujours là, eh bien on nous disait que l'euro devait nous protéger. Vous avez vu ? Un protecteur qui doit être sauvé, nous. Voilà. Eh bien, l'euro, c'est un petit peu comme le maître nageur à qui il faut fournir une bouée pour pas couler. Voilà exactement la réalité de la situation. Donc cet euro est en train de tuer toute l'économie nationale. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays de la zone euro. Vous savez que dans la zone euro, il y a 18 pays, et dans l'Union européenne, 28 pays. Eh bien, dans les 18 pays aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui s'en sort, c'est l'Allemagne. D'accord ? Alors, on nous donne
tous le modèle en nous montrant effectivement l'Allemagne comme modèle économique performant. Et sauf que vous avez déjà vécu en Allemagne, vous ? Vous savez combien sont les salaires minimums ? Vous savez combien gagne une caissière de supermarché en Allemagne ? 450 € par mois. Voilà le modèle économique qu'ils veulent nous imposer. Vous savez combien le SMIC dans les pays de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, il est à 159 € par mois, l'équivalent. En France, vous le connaissez, il est environ de 1180 € net par mois. Mais vous croyez qu'ils vont faire un rehaussement du salaire minimum garanti pour l'amener à celui de la France ? Ben, évidemment que non. Ils vont faire une moyenne générale dans tous les pays de la zone euro et vous allez vous retrouver avec un SMIC à 550 ou 600 € par mois. Voilà la réalité de la situation. Donc, l'Union européenne nous oblige à faire ces coupes sombres, à faire des économies, à faire reculer l'État au niveau de ses fonctions régaliennes. Encore aujourd'hui, on vient d'annoncer des réductions budgétaires sur le ministère de la Défense. Voilà la réalité. Les services publics sont en total recul. Regardez autour de vous, regardez dans les territoires ruraux dans lesquels vous vivez, les gendarmeries ferment, les écoles ferment, les hôpitaux sont déplacés, les hôpitaux de campagne sont déplacés pour être amenés près des villes, les maternités sont fermées, les usines se délocalisent dans les pays de l'Est quand c'est pas à l'extérieur de la zone euro et de l'Union européenne. C'est en fait une destruction de toute l'économie et de tout le social en France au nom en fait du sauvetage de l'euro, monnaie unique. Voilà. Alors, vous avez également toute la concurrence économique et sociale déloyale, avec un marché du travail qui est totalement ouvert, d'après la volonté de la Commission de Bruxelles, pour faire concurrence entre les travailleurs français et les travailleurs des pays de l'Est de l'Union européenne. Vous avez donc, par exemple, 6 millions de chômeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, qui sont concurrencés donc par des travailleurs détachés, liés à la directive technique qui s'appelle la directive détachement travailleurs. Et c'est ainsi que vous avez par exemple au terminal méthanier de Dunkerque 60% de l'effectif et du personnel qui est constitué par des travailleurs qui viennent de Bulgarie, qui viennent de Roumanie et qui travaillent à 30, 40, 50% moins cher que les travailleurs français. Croyez-vous qu'on pourra continuer comme ça éternellement ? Le chômage va exploser, mesdames et messieurs, avec le modèle économique et social que l'Union européenne nous impose. La France est en train de s'effacer, la France est en train de disparaître. Les populations sont en train de désespérer. Puisque je suis sur ce sujet-là, je voudrais aussi vous parler de l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est la première des économies. Elle est ancestrale. C'est donc l'agriculture, l'élevage et la viticulture en France. D'abord, ils ont été extrêmement menacés. Depuis une trentaine d'années, on leur a vendu le système de la PAC, d'abord par la France, puis ensuite repris par l'Union européenne, la politique agricole commune, qui est en réalité en train de se démanteler totalement et qui disparaîtra à l'horizon de 2020. Pourquoi ? Parce que toutes les aides agricoles que reçoivent les Français à l'heure actuelle, il va falloir qu'ils les partagent maintenant avec les nouveaux pays qui rentrent dans la zone euro et dans l'Union européenne et qui en plus vont s'élargir parce que aujourd'hui, c'est la Bulgarie et la Roumanie, mais demain, l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous ? L'Ukraine de l'Ouest, forcément, à un moment donné, va basculer, va faire le choix de l'Union européenne. Et puis, vous avez aussi la Turquie. On nous jure les grands dieux que la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union européenne. Ça a écouté l'UMP. Sauf que l'UMP, M. Hortefeux, il ne faut pas le citer, dans la région, soutient M. Juncker, le candidat à la présidence de la Commission de Bruxelles, et M. Juncker est pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà la vérité. Alors, la PAC est en total déclin. À écouter les agriculteurs, c'est un nivellement par le bas. C'est un nivellement du nombre d'agriculteurs. En 25 ans, nous sommes passés de 800 000 exploitations agricoles à moins de 500 000 à l'heure actuelle, avec des exploitations qui sont de plus en plus importantes, mais au détriment des petites et des moyennes exploitations. Donc vous avez un désespoir dans le monde rural. Nous avons rencontré au début de la campagne, nous avons fait des tables rondes avec eux, avec les agriculteurs, les éleveurs, etc. Ils ont un désespoir. Ils veulent vivre de leur travail, ces gens-là. Ils ne veulent pas vivre
de primes qui leur est proposée par l'Union européenne. Et il y a également la qualité, parce que effectivement, avec les normes qui sont imposées d'utilisation des insecticides, des pesticides, etc., on est dans l'agriculture de la chimie. Pourquoi? Parce que derrière, à l'Union européenne, à la Commission de Bruxelles, vous avez 15 ou 16 000 lobbies quotidiennement pendant toute l'année qui sont là aux portes des technocrates de Bruxelles et qui viennent faire le siège pour pouvoir vendre leurs produits et adapter les normes pour que les marchés puissent s'imposer au niveau de l'Union européenne. C'est ainsi que vous avez Monsanto qui a fini par imposer ses OGM. Le Paris a dit non et puis Bruxelles a dit oui. Donc les OGM, mesdames et messieurs, vont s'imposer dans l'agriculture française et vous mangerez des pains au blé OGM. C'est la réalité qui va s'imposer. Vous avez également la problématique du... Il y a encore pire que ça, hein, parce que là maintenant je vous parle de l'avenir. C'est le traité transatlantique. Alors qu'est-ce que c'est que le traité transatlantique? Très peu de personnes en parlent. Surtout pas nos adversaires, parce qu'ils sont prêts à la voter, mais ils sont surtout pas prêts à en parler. C'est tellement honteux par rapport à ce que je vais vous raconter que, bien entendu, ils ne souhaitent pas en faire la promotion. Alors sachez que par exemple l'été dernier, M. Hollande a signé le mandat pour confier les négociations pour le compte de la France à la Commission de Bruxelles, pour que Bruxelles négocie avec Washington afin que le traité transatlantique soit signé le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, dans l'intérêt bien entendu des Américains. Tant et si bien que M. Hollande est allé il y a un mois à Washington rencontrer le président Obama pour le rassurer sur les négociations qu'elles devaient être accélérées et que de toute manière la France était prête à signer le plus rapidement possible. Voilà la vérité. Alors la problématique de ce traité transatlantique, c'est comme pour tous les autres traités. À chaque traité, nous avons été maltraités. C'est chaque fois l'inverse de ce qui nous a été proposé. Donc, et promis. Rappelez-vous les promesses qu'avait fait le président Mitterrand en 92. Le président Mitterrand nous avait dit qu'avec le traité de Maastricht, ce serait le plein emploi, ce serait la croissance économique, ce serait la prospérité nationale grâce à l'Union européenne, grâce à la Commission de Bruxelles. Eh bien, 25 ans après, c'est exactement l'inverse. Nous avons 26 millions de chômeurs dans toute l'Union européenne, nous en avons 20 dans la zone euro, nous en avons 6 en France. La croissance économique est au niveau zéro par rapport à toutes les zones dans le monde. L'Union européenne est un trou noir de la croissance économique. Et en fait, tout ce qui nous avait été annoncé, exactement, c'est l'inverse qui s'est produit. Et ce qui va se passer avec ce traité transatlantique, c'est exactement ce que nous allons vous dire, c'est-à-dire que, le grand marché de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier la France, parce que c'est la France qui nous intéresse, c'est pas l'Union européenne, eh bien, ils vont nous tuer et ils vont nous faire mourir l'agriculture française. L'agriculture française est en mort programmée si ce traité transatlantique se met en place. Car que croyez-vous qu'il va se passer? C'est les Américains les plus gros qui vont manger les plus petits, l'Europe et la France. C'est presque mathématique. Hein. La taille des fermiers américains est 3 fois plus importante que les fermiers français. Les normes sanitaires, les normes alimentaires, les normes environnementales américaines sont beaucoup plus faibles en termes de qualité que celles de l'Union européenne et de la France en particulier. Eh bien, mesdames et messieurs, préparez-vous à manger du bœuf aux hormones, à manger du poulet lavé à la javel, à manger du pain chimique avec les insecticides et les pesticides qui seront produits par l'agroalimentaire et par l'industrie pharmaceutique et donc chimique américaine. Voilà ce qui va se passer dans les prochaines années si cet accord de traité transatlantique est signé. Alors, tenez-vous bien, ils ont tellement honte des clauses et du contenu de ces négociations que d'abord, le mandat qui a été confié entre Bruxelles et Washington est rédigé en anglais, et que si vous voulez le consulter, mes amis, il va falloir aller à l'ambassade des États-Unis à Paris pour éventuellement le consulter, le lire, et vous n'avez même pas le droit de le photographier, et encore moins d'avoir un téléphone portable pour le consulter. Voilà où on en est. Donc, ces accords sont totalement secrets. J'insiste beaucoup sur le traité transatlantique. Je considère que c'est une infamie, que le péril est extrêmement important sur ce nouveau traité transatlantique. Et puis ça, c'est l'étape
aussi avant, effectivement, une monnaie unique, peut-être entre le dollar un jour et l'euro demain, si l'euro subsiste encore d'ici là. Parce que la prochaine étape de ces gens-là, ils sont tellement mondialistes et ultralibéraux qu'ils vont inventer une nouvelle monnaie anglo-européenne, américano-européenne, et puis qu'on va se retrouver avec un euro-dollar, quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils veulent, c'est exporter. Les Américains veulent exporter leur crise nationale partout dans le monde. Ils l'ont fait pendant 50 ans avec le dollar et maintenant ils le font avec les traités pour imposer le libre-échange. J'insiste vraiment là-dessus, mesdames et messieurs, parce que c'est vraiment le péril de demain. Donc c'est pour ça que le Front National se bat, dénonce d'abord, vous informe de ce qui va se passer. Nous sommes des lanceurs d'alerte dans tous les domaines. Jean-Marie Le Pen, il y a 40 ans, nous alertait sur le péril de l'immigration. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Nous avons au moins 12 ou 13 millions d'étrangers aujourd'hui en France. Demain et aujourd'hui, nous avons les flux qui viennent des pays de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, avec les installations de camps de Rome, avec tous les problèmes d'insécurité qui sont liés à l'immigration, avec les cambriolages qui sont en hausse exponentielle. Ils en sont à cacher les résultats des rapports liés à l'insécurité, avec la délinquance, la violence. Nous avons des témoignages d'agriculteurs qui nous disent qu'on leur vole le cheptel sur les champs, qu'on leur vole des vaches, des moutons. C'est quand même ahurissant. Sans compter le vol du matériel agricole, également les actes de délinquance à domicile où les gens se font agresser dans leur foyer avec des personnes âgées qui se font saucissonner pour qu'on leur pique la carte bancaire et qu'ils donnent le numéro de carte bancaire. C'est ça la réalité de la situation à l'heure actuelle. L'immigration en un an entre 2012 et 2013 a bondi de 48% au niveau de l'immigration légale. Imaginez l'immigration illégale, les clandestins, etc. C'est innombrable. 48%, ce sont les chiffres qui sont élaborés et qui sont établis par l'agence Frontex, l'agence qui est chargée de surveiller les flux migratoires partout en Europe, aux frontières de l'Union des 28 pays, avec, vous savez, les frontières de Schengen. Schengen est une véritable passoire. Voyez les flux migratoires qui débarquent à Lampedusa en Italie, sur la petite île en face de l'Italie, avec des obligations de naturaliser tous ces gens qui arrivent. Il n'y a pas plus tard que 4 ans, il y a environ 1,5 million de personnes qui ont été naturalisées entre l'Italie et l'Espagne. Et à votre avis, ils viennent où? Ils vont venir là où le système de protection sociale, bien évidemment, est le plus favorable. Ils ne vont pas rester en Italie, ils ne vont pas rester en Espagne, ils ne vont pas aller en Allemagne, forcément. Eh bien, ils vont venir en France, puisque la France est l'Eldorado. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs, chargés d'accueillir tous ces gens-là, de les héberger, de les soigner, de les éduquer au niveau des écoles, et puis, bien évidemment, de passer derrière eux, puisque forcément, en tant que bénéficiants du droit d'asile, ils sont prioritaires par rapport aux Français. Alors, le Front National est considéré a priori comme un parti qui n'est pas républicain, parce qu'il fait passer les Français avant les étrangers. Quoi de plus normal? La priorité nationale existe dans la plupart des pays dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans la plupart des grands pays, des grandes puissances mondiales, et nous n'aurions pas le droit de faire passer les Français avant les étrangers? Alors, vous avez aussi les problèmes liés à la ruralité, avec l'ensemble des réformes qui sont en train de se mettre en œuvre. Les dernières, c'était les communautés de communes. Vous savez que maintenant, votre mairie, votre municipalité n'est plus indépendante. Elle a été rassemblée récemment, et quand vous avez voté au municipal, c'était la dernière fois que vous votiez pour le maire de votre commune. Maintenant, c'est une agglomération, un agrégat de communes. Et puis, la dernière, c'est celle de M. Valls, avec la réforme administrative qui veut passer de 22 régions à 11 régions, toujours dictée, bien entendu, par la feuille de route de Bruxelles et de l'Union européenne. Donc imaginez les dégâts qui vont se produire dans les prochains trimestres ou années à venir, quand on va passer de 22 à 11 régions, comme ils entendent le faire. Voilà grosso modo. Alors,
Le bilan de cette Union européenne, de 25 ans pratiquement d'Union européenne et de Commission de Bruxelles, depuis qu'on a signé le traité de Maastricht, eh bien il est désastreux. Je vous l'ai dit, 2000 milliards d'euros de dettes, 6 millions de chômeurs, des déficits intérieurs et extérieurs, et puis 63 000 entreprises l'année dernière qui ont mis la clé sous la porte avec les plans de licenciement qui vont avec. Voilà le résultat désastreux de toute cette classe politique qui nous gère depuis près de 40 ans. Le MoDem, anciennement l'UDF bien entendu, mais surtout l'UMP, le PS, qui par alternance successive nous ont mené au désastre que vous connaissez aujourd'hui. Ces gens-là sont totalement incompétents économiquement. Ils ne sont pas aptes à gérer l'État français. Ils sont disqualifiés du pouvoir par leurs résultats. Et donc ces gens-là n'ont d'égal par rapport à leur incompétence que leur arrogance. Regardez comment ils traitent Marine Le Pen ou même Gilbert Collard quand il est en débat sur les plateaux. Regardez le dédain, le mépris de ces gens-là quand ils parlent ne serait-ce que d'économie. Nous serions nuls. La sortie de l'euro pour revenir à la monnaie nationale, ce serait une folie. Ce serait un péril avec l'extinction du soleil, avec les rivières qui arrêteraient de couler. Ce serait l'apocalypse, selon Saint Barroso, comme dit Marine Le Pen. Eh bien non, mesdames et messieurs, la solution, c'est le patriotisme économique. La solution, c'est de recouvrer nos frontières pour les contrôler, pour éviter que les solutions qui nous soient imposées nous amènent à ce désastre. C'est le cas d'Alstom, par exemple. Le patriotisme économique, c'est le dossier Alstom. Alors, l'UMP et le PS, ou l'Union européenne, nous proposent la solution que l'une des grandes entreprises stratégiques nationales partent à l'étranger. Alors, vous avez le choix entre l'étranger, c'est soit les États-Unis avec General Electric qui va racheter Alstom, ou alors l'Allemagne. Alors, vous entendez, bien entendu, l'UMP, le PS parler de patriotisme économique. Forcément, nous sommes à une semaine de l'échéance du 25 mai. Alors, le patriotisme économique, comme le Front National en parle, forcément tout le monde en parle. Vous avez M. Wauquiez qui vient de redécouvrir les vertus du patriotisme. Et puis vous avez M. Valls et M. Montebourg, les tartarins du patriotisme et de la démondialisation, qui viennent me faire le coup, effectivement, du patriotisme en sortant le décret avant-hier pour sauver les entreprises stratégiques françaises. Sauf que c'est du bidon. C'est du bidon, pourquoi? Parce que ils sont soumis à la Commission de Bruxelles, ils sont soumis à l'Union européenne et au Parlement européen, qui leur mettra un veto à ces solutions-là de faire du dumping pour conserver Alstom français. Alors nous, au Front National, on fait du véritable patriotisme économique. On dit, bah, écoutez, nous avons un établissement, une institution extrêmement puissante en France qui n'est pas l'État, c'est la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations a été créée en 1816 avec la vocation de soutenir l'économie nationale, de préserver l'épargne des Français. On était à l'époque de Napoléon, c'était la foi publique, parce que Napoléon à l'époque abusait de l'épargne populaire des Français et pour financer ses guerres, et donc le Parlement de l'époque avait pris la décision de créer cet établissement pour effectivement avoir la vocation de protéger les Français. Et avec la vocation également de soutenir l'économie nationale. Eh bien, utilisons cette institution. Et ça ne pèsera pas en plus sur les budgets de l'État. Donc, le Front National propose que la Caisse des dépôts rachète le capital pour sauver Alstom et que Alstom reste français. Parce que sinon, demain, les centrales nucléaires françaises seront maintenues par General Electric, qui est une entreprise américaine. Voilà ce que nous réservent la plupart de ces gens-là. Donc, ils sont totalement incompétents, il ne faut rien attendre de ces gens-là. Ils nous ont dépossédés de notre monnaie et de notre franc il y a 12 ans. Ils nous ont dépossédés de nos finances publiques, pas plus tard qu'il y a 2 ans, en 2012, avec le fameux traité budgétaire. Ils nous ont dépossédés de nos banques. Sachez que les 5 grandes banques françaises viennent de passer, il y a quelques semaines, sous contrôle de la Banque Centrale Européenne, encore elle, cette Banque Centrale Européenne qui, si une des banques françaises fait faillite, demandera, comme ça a été le cas en avril 2013 à Chypre, demandera aux clients de la banque de renflouer le capital de la banque. Pourquoi? Parce que les États sont en banqueroute, ils n'ont plus le moyen de nationaliser les banques, et que de toute façon, idéologiquement, il est interdit, dans la logique et l'idéologie ultralibérale, de soutenir directement la banque qui ferait éventuellement faillite. Donc, mesdames et messieurs, je vous le dis très solennellement, faites attention à vos banques
car nous serons les seuls à vous le dire. La meilleure preuve, c'est qu'ils ont confié effectivement la supervision à la Banque Centrale Européenne. Ils nous ont dépossédés donc de tous les éléments, de tous les leviers régaliens de l'État, de tous les instruments qui permettent de faire une nation. Ils nous ont dépossédés de nos frontières. Ils veulent mettre en place un nouvel ordre mondial dans lequel les nations, les peuples vont s'engouffrer et disparaître. C'est ça le grand dessein de ces gens-là. Ils ont trahi la France et ils ont trahi les Français depuis des décennies. Et le 25 mai, il va falloir leur montrer de quoi les militants et les adhérents du Front National sont faits. Il y a un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber, mesdames et messieurs. Nos adversaires ne font pas campagne. Ils veulent jouer l'abstention un maximum. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas assumer le bilan catastrophique que je vous ai présenté. Ils veulent l'abstention pour pas que les Français s'expriment contre eux. Alors, quand on est contre l'Europe, quand on est contre l'Union Européenne, quand on est contre la Commission de Bruxelles, eh bien, on va voter le 25 mai. Je vous appelle à voter. Je vous appelle à faire du militantisme autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues. Dites-leur d'aller voter. Quand on est contre l'Europe, il faut aller voter le 25 mai. Et l'Union européenne, l'euro, c'est la misère. La France, c'est le bon sens. Le social, c'est le Front National. Et comme nous sommes des euro-réalistes contre des euro-gaga, eh bien, nous allons dire le 25 mai, non à Bruxelles et oui à la France. Et je vous remercie de faire une ovation à notre député Gilbert Collard. Merci. Ce qui est bien avec Bernard, c'est que même lorsqu'on est nul en économie, on comprend. Ce qui n'est pas le cas avec M. Apathy, je veux dire, non, Avachi, Apathy, bon. Lui, je ne comprends jamais les questions qu'il me pose, ce qui me permet de répondre d'une manière pertinente, puisque quand on ne comprend pas une question, la réponse est forcément intelligente. Bon. Enfin, soyons sérieux. Encore que, par les temps qui courent, sourire de temps en temps, c'est comme un arc-en-ciel après la pluie. Bernard et vous tous mes amis, j'espère que vous allez donner une leçon à tout le monde et montrer que le combat que nous menons est un combat pour l'avenir. J'y ai cru à l'Europe. J'y ai cru un soir. Oh, je devais avoir 5-6 ans, 7 ans. Je n'étais pas au courant. C'est quand De Gaulle, qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer, mais enfin il aimait au moins la France, recevait Adenauer, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais il aimait au moins l'Allemagne et il avait lutté contre le nazisme. Ces deux hommes se sont rencontrés pour cicatriser les plaies de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils avaient une idée de l'Europe construite sur l'histoire respective des nations, construite sur l'idée de chaque nation. Et aujourd'hui, est-ce que nous allons devenir des orphelins de la France? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Est-ce que nous allons devenir veufs de nos amours, orphelins de notre pays? Est-ce que cette nation qui est née à Valmy, quand d'un coup la mitraille faisait exploser la caisse dans laquelle il y avait les munitions et que Kellermann, tombé à terre de son cheval, se redressa en criant « Vive la nation » et que tous les soldats venus de toutes les provinces de France, parfois même ils ne se comprenaient pas tellement ils ne parlaient que des dialectes, se sont mis à crier en posant sur la baïonnette leur chapeau « Vive la nation ». C'est à ce moment-là que la nation est née. Et ce n'était pas un karaoké d'estrade, c'était des hommes qui se battaient pour leur pays, pour l'amour d'une nation, pour
transformation. Alors, tout cela, non, mais bien sûr, elle est née au moment de Clovis, on sait tout ça, bon, bien sûr, mais on va pas, on est au moment d'une discussion sur l'idée de nation qui disparaît. On va pas se quereller pour savoir si c'est Clovis ou Kellerman. Ce qu'on sait, c'est que tous les constitutionnalistes nous disent le cri de nation, il a été lancé à la face des ennemis, à Valmy, au pied du moulin, par les hommes de Kellerman, qui venaient de la France entière. Et aujourd'hui, on tue cette nation. Alors on va pas se corréler pour des bêtises sur Clovis ou Kellerman. On a mieux à faire. Alors notre nation, elle est en train de mourir. Elle meurt dans tous ses détails. Elle meurt dans toute son histoire. Elle meurt dans toute son identité. Pourquoi? Qui sait? Qui comprend? Elle meurt parce que il a été décidé dans un conglomérat d'intérêts compliqué à comprendre, difficile à démêler, par des hommes qu'on ne voit pas, d'installer une monnaie inique et unique. On y a cru. Comme tous les cocus croient qu'ils ne sont pas cocus. Parce qu'il n'est pas de cocu qui croit qu'il est cocu. Et pourtant, à tous les économistes qui me gonflent dans les débats, j'y comprends rien en économie, moi. Je le reconnais, quand il m'explique ce qu'est l'économie, ça me fatigue. Mais ce que je sais tout connement, c'est que quand j'avais le franc entre les mains et que je payais un café, je le payais 1 franc. Et maintenant, je le paye 1 euro et quelques centimes, c'est-à-dire que mon putain de café, il a vécu une accélération extraordinaire à travers le temps et l'espace, à tel point qu'Einstein lui-même n'y comprendrait rien. Il vaut 8 francs, même 10. Cocu content, bois ton café, tais-toi, la France est belle, l'euro est magnifique. Bon, alors, je veux dire que, quel que soit l'économiste, le chef de service, crâne d'œuf qu'on voit dans tous les débats, dont j'ai oublié le nom parce que comment il s'appelle? Non, c'est pas Avachi, la Patie, non, c'est l'autre, comment il s'appelle? L'anglais, voilà, l'anglais. L'anglais qui a une formation de philosophe, du reste, enfin, qui est devenu l'économiste patenté de toutes les émissions de télévision. Bon. Il a beau me dire tout ce qu'il veut, qui m'explique pourquoi mon café, mes poireaux, mes laitues, je l'ai payé quelques francs et que maintenant ça me coûte une fortune. On nous a pris pour des abrutis, pour des cocus, quoi, je veux dire. Et tout le monde est content, et vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais si demain, l'euro disparaissait, ça serait la ruine de la France. » Mais comme si la France n'avait pas vécu sans l'euro, comme si l'Angleterre ne vivait pas sans l'euro, et comme si le Danemark ne vivait pas sans l'euro. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la question, je crois, fondamentale. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Qu'est-ce qui s'organise? Autrefois, c'était les marchands de canons qui réglaient la marche du monde. Bon, ils continuent. On pourrait même penser qu'ils sont peut-être alliés aujourd'hui avec les banquiers. Mais moi, je crois qu'il y a un véritable conglomérat de banquiers qui sont organisés pour nous mettre en coupe réglée. Et qu'est-ce que donne aujourd'hui cette Europe? On le voit, il vous l'a dit, avec tout son talent, des déficits qui sont abyssaux, une immigration qu'on ne contrôle plus, parce qu'il y a une porosité totale des frontières. Frontex, qui est la fameuse police des frontières. Aujourd'hui, on diminue son budget. En tout, je crois, il y a 300 fonctionnaires. On va en supprimer. Et on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter,
la sécurité sera assurée à nos frontières. En même temps, on a l'Italie et l'Espagne qui nous disent « nous, on renforce la sécurité à nos frontières ». Mais l'Italie nous dit « attendez, si vous ne faites rien, on ouvre les vannes et vous vous débrouillerez comme vous voudrez, mais nous, on ne va pas les garder. Vous me direz, nous, on prétend que ça nous enrichit. Que plus il y en a, mieux on se porte. 13 millions d'étrangers en France, l'aide médicale d'État, très exactement 48% d'augmentation de clandestins en Europe, 18% de faux passeports pour nous, 30% de faux visas pour nous. On est content, tout va bien, notre économie se porte bien, parce qu'on a une immigration florissante. C'est vrai que, du point de vue de la natalité, ça nous aide. Et vous entendez des naïfs vous dire, on a un pays qui se porte bien, on a un taux de natalité extraordinaire. Oui, bien sûr. Et en même temps, on apprend, comme par hasard, qu'il y a aujourd'hui en France 2400 mosquées, alors qu'il n'y avait que 1500 en 2003. Tout va bien. Ce n'est qu'un hasard si les églises disparaissent et les mosquées fleurissent. Cela étant dit, j'ai rien contre les mosquées, et j'aimerais bien qu'on laisse les églises tranquilles. Voilà. Alors cette Europe, pour la faire courte, parce qu'on pourrait reprendre tout ce qui a été dit, évoquer tous les problèmes, c'est une Europe dont on voit aujourd'hui les conséquences. Vous les connaissez par cœur, tout au long des débats on en parle, les répéter encore une fois, pourquoi pas, les délocalisations, la désindustrialisation massive, la concurrence par les normes qui est la pire des choses, les normes fiscales, les normes relatives au droit du travail, les travailleurs étrangers qui viennent ici avec leurs normes contre les nôtres, les concurrences fiscales, toute cette lutte interne au sein de l'Europe nous tue. On subit la concurrence déloyale, on subit la concurrence fiscale, on subit la concurrence budgétaire, et pour moi, le pire, on n'a plus de couronne, on n'a plus d'impérium, on n'a plus de glaive, on n'a plus de souveraineté. D'où qu'elle vienne de Clovis, qu'elle vienne de Vercingétorix, qu'elle vienne du ciel, qu'elle vienne de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de Napoléon, peu importe, on était souverain, on ne l'est plus, on n'est plus rien, on est dépossédé. Quand vous entendez Emmanuel Valls, Clémenceau, qui se prend pour Clémenceau, vous exposez au Parlement son traité de responsabilité, son pacte de responsabilité, et que vous savez qu'il s'en va aller à Bruxelles le présenter comme un petit écolier en culotte courte. Vous me direz, il vaut mieux lui que Hollande pour le spectacle, mais peu importe, il y va quand même. Il va demander que les professeurs européens disent oui, c'est bien, c'est sage. Attention, hein, 3%, hein. Attention, sinon, pan, cucu la France, hein. Alors, tu me tombes, tu me rases tes contribuables, tous à poil. Vous me direz, quand on vit avec la journée de la jupe, on peut être tous à poil, ça évite de la mettre. Enfin, il n'empêche qu'à la longue, on finit par être tendu, cocu, européen, fatigué. Et alors cette Europe magnifique, et je vais conclure pour ne pas être trop long et pas vous fatiguer, cette Europe magnifique, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Moi j'ai été époustouflé l'autre fois à l'Assemblée. Ah, il faut y aller à l'Assemblée, non? Ah non mais attendez, franchement, moi je suis avocat de métier, hein. Je bosse, hein. Je gagne ma vie en plaidant, bien, mal, bon, en travaillant. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? C'est hallucinant, quoi. Les socialistes, quand il faut, ils votent. Quand on leur dit de pas voter, ils votent pas. Hein, quand il faut qu'on ait une impression de petite révolte, il y en a 30 ou 40 qui se mettent de côté. Les autres, quand même, font en sorte qu'il y ait une majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apprends
mardi matin, à Radio Monte-Carlo, que le théâtre Napoléon III de Fontainebleau est financé par le chèque, alors le nom, hein, là excusez-moi, mais je préfère retenir les poésies de Ronsard ou de Victor Hugo que de me souvenir d'un nom que je ne peux pas retenir. À hauteur de 10 milliards d'euros, ce brave homme a financé la reconstruction du théâtre de Fontainebleau, dit théâtre Napoléon III. Et il a exigé que le théâtre porte son nom. Rien que ça. Ce qui veut dire que l'Europe, sur le plan culturel, quand on a besoin d'argent, elle ne donne rien. Il faut aller voir les Émirats Arabes Unis, dits Émirats Arabes Unis. Le matin, je participe à mon émission de Radio Monte-Carlo. J'ai donc tout loisir d'expliquer ce que sont les Émirats d'Arabes Unis. Et je pose à Madame Filippetti, qui est nulle en orthographe, la question sur le théâtre Napoléon III. Et je dis, dans une perspective holistique, c'est-à-dire totale, le mécène saoudien. Ah ben non, mais elle ne me répond pas sur ma question, parce que je lui demande, Madame, est-ce qu'on est sûr qu'on pourra produire des auteurs juifs dans ce théâtre? Parce que les Émirats font la guerre aux juifs. Est-ce que par hasard, des auteurs comme Jean Genet, homosexuel, on pourra les produire parce que les Émirats condamnent à mort l'homosexualité? Elle me dit, vous êtes mauvais en géographie. Vous avez parlé de mécènes saoudiens. Les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Et j'ai besoin de cette pleureuse intellectuelle. Pour le savoir, j'ai fait une émission de matin d'1h30 où je le disais. Mais elle ne répond pas. Alors ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, l'Europe n'est même pas capable, quand nous avons besoin de financer un projet culturel, de nous aider. Et qu'on va demander de l'argent aux Émirats, à l'Arabie Saoudite, au Koweït, et que la France, alors qu'elle est dans l'Europe, alors qu'elle donne de l'argent à l'Europe, même si elle en récupère un peu, quand elle a besoin d'aide, doit aller là-bas, dans le golfe Persique, demander de l'argent pour que sa culture survive, et elle doit donner le nom d'un émir pour que l'on puisse jouer du Racine, du Molière. Pauvre France. Et vous allez continuer à jouer le jeu de cette Europe qui fera de vous des orphelins de la France? C'est pas possible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que c'est notre pays, notre beau pays, qui est en train de se désintégrer, qui est en train de s'abîmer. Et vous savez, il arrivera un moment où de France, il n'y aura plus que le souvenir. Parce que nous, on va passer, hein. On va filer. Et demain, nos enfants, qu'est-ce qu'on leur a laissé? Quelle trace sur la plage de nos pas verront-ils? Aucune, peut-être. Parce que nous n'aurons pas eu le courage d'affronter la réalité. Alors soyons fiers d'être ce qu'on est. Soyons fiers d'être au Front National. Soyons fiers d'être au Rassemblement Bleu Marine. On est des patriotes. Et on prend des coups, comme les résistants en prenaient. Parce que quand on se lève pour dire la vérité, ce que Jean-Marie Le Pen a toujours fait, et parfois le premier, et ce que Marine continue à faire, et ce que Bernard et ses amis ici font, et ce que j'essaye modestement de faire, on prend des coups. Mais ils sont beaux ces coups, ils sont pour la France. Et puis, s'ils nous donnent des bleus, ça sera du bleu marine. Voilà mes amis, j'espère que vous allez tous devenir, chacun à votre place, des soldats de nos idées, des combattants de nos amours, des Français qui se battent pour la France. Rappelez-vous, et je vais conclure là-dessus, parce que l'Europe c'est bien beau, mais qu'est-ce que l'Europe sans la France?
Et nous, pauvres Français, que serons-nous sans la France? Qu'est-ce que je serais, moi, sans mon pays, sans ma musique, sans mes vignes, sans mes poètes, sans ma langue, sans ma culture, sans mon histoire? Qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Des nomades errant à la recherche d'un drapeau qu'on aura déchiqueté et dont vous ne verrez plus qu'une parcelle de couleur dans un ciel qui ne sera plus le vôtre? Non. Non. Pas possible. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser et se rappeler ce que disait le dernier poilu, Lazare Ponticelli. Il est arrivé en France à l'âge de 9 ans, immigré italien. Il avait appris difficilement à parler le français, et puis quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il avait 16 ans. Il a caché son âge pour pouvoir s'engager volontairement dans la Légion étrangère. Il est mort à 101 ans, comme quoi on peut faire la guerre et survivre. Et il a été enterré lors d'une cérémonie officielle. Et Max Gallo a prononcé son éloge funèbre. Bel éloge funèbre prononcé par un homme de gauche qui a rappelé quelques principes que les gens de gauche oublient trop souvent. Et il a raconté que Lazare Ponticelli, quand on lui demandait pourquoi il s'était engagé à l'âge de 16 ans, avait répondu, et sa réponse, croyez-moi, elle est tout un programme politique. Et sa réponse, croyez-moi, elle est le programme politique. Et sa réponse, croyez-moi, elle engage le débat sur l'Europe. Il avait dit, mais quand un pays vous donne tout, mais vous lui devez tout. On lui doit tout à la France. On lui doit tout. Et on n'acceptera pas que cet euro qui est censé être son protecteur le soit au sens où le proxénète est protecteur de la soumise. On n'en veut pas. Alors, debout, vive la République, vive la France, et vive le Front National, et vive les candidats du Front. Merci. On va maintenant chanter la Marseillaise, et comme je chante faux. On y va? Mais tu vas juste. Allons, enfants.